La Poste continue son expérimentation de livraison de colis par les airs. Sa troisième ligne par drone voyage depuis le début de l'année entre Villard-de-Lans et Corançon en Vercors. L'objectif, c'est de désenclaver les zones de montagne, parfois difficiles d'accès pour les livreurs. Le dispositif de réhabilitation énergétique de Grenoble-Alpes Métropole Murmure est aussi ouvert aux TPE-PME, comme 120 entreprises sur le territoire. La Scope Alma à Saint-Martin-d'Air, on a fait l'expérience pour des travaux sur la chaufferie, les courants et des panneaux solaires. Et puis en attendant le mois prochain, la prochaine expo temporaire de la Maison Bergès consacrée au spectacle. Participez à des visites spéciales et des ateliers à l'occasion de la Nuit des musées ce week-end pour découvrir autrement la naissance de l'hydroélectricité et la passion de l'art nouveau. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le X-Factor, des hélices de part et d'autre de son moteur. Le drone de la Poste met les petits paquets dans les grands entre Villard-de-Lans et Corançon. Une technique de livraison toujours en phase d'expérimentation. Le colis n'est néanmoins pas largué directement chez l'habitant, mais dans un terminal de livraison. Baptiste Bozon. C'est peut-être le facteur du futur, un drone capable de livrer des colis en quelques minutes dans des zones reculées en montagne comme à Corançon en Vercors. Ici, le groupe La Poste effectue des tests depuis début janvier. Alors là, on est sur 8 colis standards, on a 10 kg de colis et pour un volume environ de 150 litres. Une fois en l'air, le drone parcourt en quelques minutes environ 5 km entre Villard-de-Lans et Corançon en Vercors. C'est la troisième ligne de test qui voit le jour en France et la deuxième en Isère, après l'expérimentation lancée en 2019 entre le Fontanil-Cornillon et Mont-Saint-Martin. Le trajet est automatisé, seul un opérateur supervise à distance. Pour le maire du village, ce nouveau moyen de livraison présente plusieurs avantages. Si un jour on a une route qui est bloquée, si le facteur qui amène le courrier ne peut pas amener les colis en suivant l'opérateur, et ben en fait ça permet d'être quand même livré, puisque ça vient en parallèle de la livraison du courrier. Donc en fait ça permet d'avoir une double livraison et avec un opérateur on va dire qui est déguisé et qui est déporté, qui lui n'est pas là avec un véhicule qui peut être bloqué dans les bouchons et qui effectivement passe par les airs et avec des moyens plus modernes. Après quelques minutes de vol à 40 km/h, les colis sont largués dans ce terminal de livraison au milieu des vaches. Depuis le début de l'année, 25 colis ont été livrés, même sous la neige. Là, vous avez commandé un colis, vous habitez dans une commune où il y a un problème de neige en plein hiver, ben voilà, la Poste va pouvoir passer quand même avec ces drones. Aujourd'hui, la réglementation ne nous autorise pas à survoler des zones qui sont densément peuplées, justement parce que le risque est considéré comme trop important. Et donc sur ces systèmes-là, on nous donne des autorisations de vol parce qu'on a prouvé la fiabilité du système. Le drone est équipé d'un parachute autonome, d'un système anti-collision et de localisation. Une sécurité renforcée depuis la disparition d'un drone livreur en 2020 lors d'un vol test. Il avait été retrouvé au fond d'un ravin. Un incident rare, depuis l'expérimentation de la première ligne de livraison dans le Var, 2400 vols ont été effectués par le groupe La Poste, qui compte desservir prochainement 4 autres communes du plateau du Vercors. Et selon la Poste, il n'y aurait pas plus de casse avec cette méthode qu'avec la livraison traditionnelle. L'UGA ne change pas de président, pourtant arrivé deuxième à l'issue des élections au conseil d'administration le mois dernier. Yacine Laknecht conserve finalement son poste au sein de l'université Grenoble-Alpes. Le vote de ce jeudi a été très serré puisqu'il emporte avec 22 voix contre Constantin Protasov, 22 voix sur 41. Ce sont les voix des personnalités nommées par les organismes de recherche et les collectivités territoriales qui auraient fait pencher la balance. La première élection en février avait été annulée par le tribunal administratif. Yacine Laknecht ayant fait parvenir aux autres membres du Conseil un mail de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin selon les juges. Grenoble est en train de devenir l'une des places fortes du quantique en France. On vous a déjà parlé ici de Kobli, la start-up issue du CEA et du CNRS qui a levé 19 millions d'euros l'an dernier. Et bien, lors du sommet Choose France, on a appris que l'entreprise finlandaise EQM Quantum Computers, qui travaille déjà avec le CEA Leti, allait construire une usine de puces électroniques à Grenoble d'ici 2027, un espace de 2000 m². Mais le choix du site n'a pas encore été arrêté. Alors, Tervetuloa, ça veut dire bienvenue en finnois.
Un conducteur de tramway de la ligne A agressé ce jeudi midi au terminus de Grand Place après qu'il ait indiqué à une passagère qu'elle ne devait pas mettre ses pieds contre la porte. Cette dernière se serait alors énervée, aurait insulté le conducteur et l'aurait aspergé de gaz lacrymogène avant de s'enfuir. Grâce à la diffusion d'images vidéo, la suspecte âgée de 25 ans a pu être interpellée par la police moins de 2 heures plus tard, rue des Alliés. Elle a été placée en garde à vue. Le changement dans la continuité. Pour des raisons écologiques et économiques, de plus en plus de Français font le choix de la rénovation thermique pour leurs bâtiments. Après les copropriétés et les particuliers, la métropole de Grenoble renforce cette année son dispositif d'aide aux très petites et moyennes entreprises mis en place en 2020. Faustine Bassac. Les élus de la métropole étaient en visite à Alma, à Saint-Martin-d'Air. Installée ici depuis 40 ans, l'entreprise d'édition de logiciels a fait le choix d'intégrer la dimension environnementale au cœur de son projet depuis 2020. Et pour faciliter cette transition, elle a bénéficié de 35 000 € grâce à la subvention Murmure mise en place par la métropole. C'est une aide qui a démarré il y a 3 ans, qui a un peu de difficulté à démarrer. Mais ça s'est vraiment amplifié quand les coûts de l'énergie ont drastiquement augmenté. Du coup, ça a quand même motivé les entreprises à se pencher sur ce problème-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des chefs d'entreprise, des PME, de la nécessité d'aller vers les transitions énergétiques. Une solution écologique et économique pour les TPE et PME qui sont les seuls à pouvoir bénéficier de cette aide. 30% des travaux de l'entreprise ont ainsi pu être pris en charge. Nous, on avait vraiment décidé d'engager ces travaux. On considérait que c'était important pour l'entreprise. Donc je pense que ça a été facilitateur. Mais surtout, on a eu des conseils techniques complémentaires qui nous ont permis d'avoir un niveau d'exigence plus fort par rapport à celui qu'on aurait eu si on l'avait fait seul. Engagée dans la Convention des entreprises pour le climat, Alma a souhaité créer un jardin de 7000 m². Plutôt que de construire un nouveau bâtiment, les anciens ont alors été rénovés car trop énergivores et les espaces verts aménagés pour offrir un peu plus de nature parmi toutes ces constructions. C'est aussi contribuer à éviter des îlots de chaleur en zone urbaine. C'est aussi éviter d'imperméabiliser des surfaces en cas de forte pluie. C'est aussi éviter de densifier peut-être trop une zone qui est déjà très dense en termes d'habitation, d'emploi. Donc on a notamment une mare qui avait été faite, qui a été naturalisée avec la LPO. Depuis la mise en place de ce projet, 122 diagnostics ont été réalisés et 34 entreprises ont engagé des travaux de rénovation. L'objectif de la métropole, c'est d'atteindre 190 entreprises aidées en 2026. Murmure est aussi désormais ouvert aux associations déclarées d'utilité publique ou ayant une action auprès de publics en précarité. Ouvrez vos agendas et bloquez votre vendredi soir si vous voulez encourager le GF38 face à Amiens. C'est la dernière de cette saison tellement curieuse et décevante. Une moitié dans le haut du tableau et une autre dans la galère. Jusqu'au ventre mou, une victoire finale pourrait faire gagner 1 ou 2 places. Verdict vendredi à 20h45 au Stade des Alpes. Un triathlon de pleine nature autour d'un lac enchanteur. C'est ce que vous propose le cross-triathlon du lac de Paladru ce dimanche. De format court ou long pour les adultes en eau libre à VTT et sur les sentiers avec du dénivelé et 2 courses enfants. C'est au départ du camping de Montferrat à partir de 9h. En face, dans le Vercors, le Vercors Bike Festival invite les mordus d'enduro comme les petits as de la Drésienne sur les sentiers, chemins et routes du Vercors. Samedi, dimanche et lundi, des randos de 10 à 60 km. Le trophée enduro des Alpes, entre autres courses, animations et after-party au cœur du village de l'événement à Villard-de-Lans. Et puis les bolides reviendront sur les routes de la Matésine entre Lamure et Pierre-Châtel pour son 40e anniversaire. Le rallye régional de la Matésine aligne 106 as du volant. Et c'est samedi et dimanche. Une nuit au musée, c'est un film américain des années 2000. Mais la nuit européenne des musées, c'est 2 jours de fête, les samedis 18 et 19 mai. En Isère, 51 musées vous invitent pour des expériences de découverte originales. Si vous ne connaissez pas encore la Maison Bergès à Villars-Bonneau, c'est l'occasion. Petit avant-goût avec Lina Badreddine et Anthony Junet. Au cœur de la maison familiale des Bergès, métamorphosée en musée, reposent de précieuses sculptures et œuvres rendant hommage à la houille blanche, incarnation de l'hydroélectricité.
Plongés dans un décor des années 1900, pensé par la famille elle-même, les visiteurs sont conviés à revivre l'épopée industrielle et artistique des Bergès à travers un parcours immersif. Dès l'entrée, le hall d'honneur se présente comme une première mise en lumière de cette fascinante histoire. Le hall d'honneur qui met en majesté la houille blanche, cette allégorie de l'hydroélectricité que vous voyez juste derrière moi, qui est un monument, une sculpture qu'on doit à un artiste grenoblois qui s'appelle Auguste Davin, un ami de la famille Bergès, et voilà, qui met en scène comme ça cette nouvelle forme d'énergie pour l'incarner, pour la rendre plus familière, plus connue. Aristide Bergès, fils de papetier, a choisi de s'établir à Lancette dans les Alpes pour exploiter les ressources hydrauliques de la montagne et produire de la pâte à papier. Il va améliorer un défibreur, qui est une grosse râpe qui permet de râper le bois et qui, au milieu du 19e siècle, va permettre de changer la technique de fabrication de la pâte à papier. Il va aussi installer en montagne des tuyaux, des conduites forcées, au bout desquelles il installe des turbines qui vont entraîner donc, ces grosses râpes à bois qui vont lui permettre de produire de la pâte à papier en quantité avant de la vendre à ses clients. Par la suite, il va agrandir son usine et produire du papier. Il installe une dynamo dans le bâtiment qui permet à ses machines de fonctionner jour et nuit. Parmi les pièces remarquables de la maison, le décor du bureau d'Aristide Bergès a été soigneusement préservé. Il conserve entre ses murs le grand portrait officiel de l'industriel, réalisé par l'ami de la famille Alphonse Muchat. Il est le symbole de son histoire en une image. On voit Aristide Bergès qui est accoudé sur une conduite forcée, pour rappeler l'importance de ces aménagements hydrauliques sur le massif de Beldonne. Il est entouré et regardé très amoureusement par la houille blanche, l'allégorie de l'eau, de l'hydroélectricité. Je dis amoureusement parce que ce sont les traits de sa femme, Marie Bergès, qui ont été donnés ici à la houille blanche. Et puis tout au sommet de cette image, vous voyez les 3 grands pics de Beldonne. C'est une histoire qui se déroule ici dans les Alpes, une histoire d'eau, une histoire d'industrie. À l'arrière-plan, vous verrez aussi les papeteries pour lesquelles toute cette énergie a été développée, les papeteries de Lancé qui brillent de mille feux, elles sont modernes, elles sont éclairées à l'électricité. La maison Bergès offre un riche terrain d'interprétation où les symboles de l'eau, de la turbine et de la roue, combinés à des récits personnels, invitent à une exploration profonde et variée. La maison Bergès qui a enregistré en 2023 la meilleure fréquentation de son histoire avec 18 910 spectateurs, visiteurs, boostés par l'exposition consacrée à Gustave Eiffel. Place aux filles dans le reste de l'agenda pendant que la commission spéciale de l'Assemblée nationale examine le texte sur la fin de vie. Adèle Zouane parle, elle, sur scène de ce sujet qui nous concernera tous un jour, la mort. À l'espace René Proby de Saint-Martin-d'Air vendredi soir, l'autrice et comédienne de la mort qui tue nous interroge, nous émeut et nous amuse. Pour défier la grande faucheuse, elle danse avec elle, la chante, la cherche en attendant de la trouver. Une soirée en partenariat avec le festival Les Arts du Récit. Leila Martial est une vocaliste multitimbrée. Découvrez son spectacle Jubilia vendredi à l'Espace Aragon à Villarbonneau. Nourrie de ses voyages chez les Tziganes ou les Pygmées, la création de cette vocaliste de jazz rassemble aussi ses propres compositions et des arrangements de pièces classiques ou baroques. Un solo clownesque, poignant et extravagant pour les spectateurs à partir de 7 ans qui vous laissera sans voix. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Madjo, autrice, compositrice et musicienne franco-suisse-sénégalaise. Elle sera en concert vendredi soir à la Source de Fontaine. En première partie, les Grenoblois de Xidec. Excellente soirée à tous.